Et merci encore une fois d'avoir poussé la porte du Book Club, le club de lecture de France Culture, qui n'a qu'une ambition, donner envie de lire, de découvrir des romans, de se plonger dans des récits, et ce, dans n'importe quelle position, couché, allongé, debout, coincé dans un métro bondé, dans la salle d'attente de votre médecin, partout, tout le temps, lire, et à n'importe quel âge aussi, le plus jeune possible, nous diront certainement nos invités auteurs du jour, qui écrivent d'ailleurs pour le jeune public. On leur demandera leurs secrets, s'ils veulent bien nous les donner. Et puis, vous aussi, lecteurs et lectrices du Book Club, vous nous avez confié vos petits secrets. Choisir un livre, c'est d'abord avoir un échange avec un être humain. Mais j'avoue avoir aussi beaucoup pratiqué la technique d'enroulage dans la couette. Où il rencontre un réveil tout cassé qui va devenir son ami. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Véreda, Tatiana et Marguerite, nos lectrices du jour, qui vont nous accompagner en ce mercredi. Bonjour David Lescaut. Bonjour. Vous êtes auteur, metteur en scène, musicien. Vous présentez jusqu'au 26 février prochain au Théâtre de la Ville à Paris, à l'espace Pierre Cardin, votre 3e spectacle pour enfants qui va partir ensuite en tournée. On retrouve toutes les dates sur franceculture.fr. La pièce s'appelle Depuis que je suis né et le texte est publié chez Actes Sud Papier dans la collection Eyoka Jeunesse. On suit donc Samy avec vous, un enfant de 6 ans qui a décidé d'écrire son autobiographie, d'écrire ses mémoires. Écrire ses mémoires, c'est plutôt une activité de grande personne, si je puis dire, de vieille personne. Même d'ailleurs, Samy le fait remarquer à sa grand-mère. Oui, c'est ça, parce qu'il a vu sa grand-mère écrire ses mémoires, ça l'a beaucoup intrigué. Et comme il vient d'acquérir la lecture, il sait lire depuis quelques jours, et donc il dit que écrire et lire, c'est pareil, en fait. Et donc il décide de faire ça aussi. Simplement, il a 6 ans, donc voilà. C'est pas évident. Il va falloir faire jouer sa mémoire d'un enfant de 6 ans. Oui, c'est ça, mais en même temps, comme il est beaucoup plus proche de la naissance, il a aussi des souvenirs peut-être qu'on n'a plus après, par exemple le milieu utérin, des choses comme ça. Donc il raconte tout ça avec beaucoup de précision, il se souvient vraiment de tout, quoi. Et on va voir justement quels sont ses souvenirs. Vous l'avez dit, la lecture, l'écriture, c'est lié en tout cas dans l'esprit de Samy. Et on va s'interroger sur cette mémoire, sur l'écriture, sur comment on écrit pour les lecteurs jeunes. Et puis la lecture, bien sûr, en tant que telle. On a convié pour parler de tout ça Timothée de Fontbelle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain dramaturge, l'auteur des sagas Alma et Van Gogh qui paraissent aux éditions Gallimard Jeunesse et où vous publiez aujourd'hui ce livre 101 façons de lire tout le temps, illustré par Benjamin Chaud, et qu'on ouvre sur cet avertissement. Les 101 façons de lire tout le temps sélectionnées dans cet ouvrage illustrent les effets variés et parfois imprévisibles de la lecture chez les êtres humains. Cependant, il est à noter que certaines postures ne peuvent être reproduites par des adultes que sur la surveillance d'un enfant. Alors, on est dans un livre pour enfants ou pour adultes ou pour les deux? Alors, l'enfant est mon cobaye, il y a une sorte de modèle réduit de l'adulte. Je crois que les 101 positions que j'ai fini par sélectionner en partant d'une masse beaucoup plus large, parce que c'est des notes que je prends depuis très longtemps, ces 101 façons, elles sont à peu près toutes quand même faisables par un adulte un peu souple. Il faut s'entraîner parfois. Voilà, et aimant, soit grimper dans les arbres, soit... mais voilà, il y a tellement de manières de lire. Je les ai simplement pistées et cataloguées avec un rêve d'exhaustivité qui est justement pour le coup un rêve d'enfant. Alors justement, notre lectrice Tatiana, elle a tranché. Il faut acheter ce livre, le garder dans sa bibliothèque, l'offrir. Enfin bref, elle a aimé. L'album 101 façons de lire tout le temps de Timothée de Fontbelle et Benjamin Chaud est vraiment une lecture que j'ai adorée, qui a beaucoup résonné en moi, et je me suis beaucoup retrouvée dans certaines des postures de l'album. Bon, plus récemment, surtout dans la posture de « je suis endormie sur mon livre parce qu'il est tard et que je suis fatiguée ». Mais j'avoue avoir aussi beaucoup pratiqué la technique d'enroulage dans la couette. Donc c'est vraiment un album qui fera rire les lecteurs et les lectrices, qui leur permettra d'identifier un petit peu la place qu'a la lecture dans leur vie et le fait qu'ils soient prêts à beaucoup de choses pour lire juste une dernière page. Et c'est une très belle addiction. C'est un album plein d'humour, plein de douceur grâce aux illustrations et aux couleurs de Benjamin Chaud. Pour résumer, c'est un album incroyable à offrir aux fans de lecture ou à s'offrir, parce que c'est vraiment un très bel objet à garder un bon moment dans sa bibliothèque. Et petite question pour Timothée, j'aimerais savoir quelle est la posture que vous avez le plus pratiquée en tant que lecteur.
Pris à votre propre piège, si je puis dire. Très difficile. Surtout j'en ai d'autres qui arrivent depuis que j'ai fini ce répertoire, ce catalogue. Il y en a d'autres qui arrivent, c'est sans fin. Je pense quand même à une position, ça commence, j'ai décidé de mettre presque en premier une qui s'appelle le classique. Le classique est vraiment rare, il est assis sur une chaise en train de lire. Et tout de suite après, il y a la guimauve. La guimauve suit son instinct, et alors là, la chaise n'est plus du tout dans le même sens, et c'est le corps qui tombe comme un linge, comme ça, sur la chaise, et l'esprit est ailleurs en train de lire. Et je viens de recevoir la traduction, c'est en train de sortir aux États-Unis, et je viens de recevoir la traduction, et ils l'ont appelé celui-là. Enfin, je ne sais pas quel mot, c'est pas le chamallow, mais ils ont trouvé quelque chose de pas mal pour la guimauve. David Lescaut, du coup, je vous pose aussi la question. Vous lisez dans quelle position, dans quelle situation le plus souvent ? Alors ça dépend parce qu'il y a le travail et il y a la lecture de plaisir en fait. Enfin, voilà, et c'est assez différent. La lecture de travail, c'est le classique en fait, et puis ouais, je dirais quand même allongé dans un lit avec énormément d'oreillers. Voilà. Autour de vous. Ouais, autour pour vous maintenir dans une position agréable. Pour contenir la guimauve. Dans le catalogue, il y a le coq en pâte, la poule de luxe, tout ça. C'est à mon avis fait pour David. Ouais. Est-ce que vous vous inscrivez dans ce travail de Georges Perec, 1976, il écrit dans la revue Esprit une sorte d'esquisse socio-physiologique de la lecture, et il écrivait « Lire est un acte, je voudrais parler de cet acte et de cet acte seulement, de ce qui le constitue, de ce qui l'entoure, non de ce qu'il produit, ni de ce qui le précède, quelque chose en somme comme une économie de la lecture sous ses aspects ergologiques et socio-écologiques ». Je connais pas je suis fou de Perec et je connais même pas ces phrases-là qui... je suis convaincu de tout ça. C'est-à-dire vraiment la place du corps, quitte à l'abandonner ce corps, hein, mais la place du corps dans la lecture est tellement importante. Le bien-être du corps, ou au contraire le mal-être qui est fui par la lecture. Moi, j'ai des témoignages de lecteurs, de temps en temps, pour certains de mes livres, qui se sont relevés d'opérations, de maladies avec les histoires. Et donc, il y a un rapport tellement... Enfin, j'espère que, d'ailleurs, on est dans une période où on est en train de reprendre un peu possession du corps globalement, dans sa place, dans ses fragilités. Et donc, je vais aller me jeter sur cette recherche de Perec. On a demandé à notre communauté, Alexandra Albegovic, qui anime la communauté du Book Club sur Instagram, a demandé comment vous vous définiriez en tant que lecteur et lectrice. Et il y a des mots qui sont assez intéressants parce qu'ils font évidemment aussi beaucoup appel au corps. Il y a évidemment une bonne dizaine de boulimiques, de boulivrix même. Il y a un serial lecteur qui dit qu'il est un obsédé textuel. Je suis un énorme cliché puisque j'aime les livres, les chats et le thé, nous dit Majou, la petite bibliothèque. Moi, je suis une statue, dit Lunette Dorée. Une fois commencé, je ne m'arrête plus et je ne bouge plus. Il y a le marque-page, l'inconsistant. C'est étonnant, tous ces adjectifs qu'on s'approprie, qu'on se donne quand on s'imagine en train de lire. Ouais, je pense que c'est un moment où on se regarde pas tellement, ou alors c'est vraiment le livre qu'on a comme un étendard en marchant au bord de la piscine. J'ai un personnage comme ça voilà, c'est quelque chose, un objet de fierté, on va dire. Mais sinon, on ne se regarde pas parce qu'on s'absente, en fait. On s'absente et donc, je pense que c'est pour ça qu'on n'évoque pas plus le corps en train de lire. Alors, puisqu'on s'intéresse à votre travail d'auteur pour les plus jeunes, on a envie de savoir quelle est votre méthode pour parler à ces jeunes lecteurs, ceux qui viennent d'apprendre à lire, qui donc ont parfois envie d'écrire. David Lescaut, vous dites que vous avez beaucoup observé autour de vous. Qui ça alors ? Qui vous avez observé ? Les enfants, forcément, les miens, d'autres, changer de génération aussi, parce que les miens, ils grandissent. Donc ma fille, qui est maintenant une adulte, était mon modèle pour les premiers textes pour enfants, j'ai trop peur. Et maintenant, mon fils, qui vient d'avoir 6 ans et qui sait lire, donc c'est lui que j'observe et c'est avec lui que je parle et je lui pose des questions, j'essaie de comprendre. Vous parliez de marque-page, l'autre jour il a utilisé un pantalon comme marque-page. C'est quand même d'une poésie folle, non ? Et ça m'intéresse de voir le rapport avec tout ça, mais surtout
Moi, je ne me souviens pas comment j'ai acquis la lecture. Je ne me souviens pas de la bascule entre avant et après. Franchement, je m'en souviens pas du tout. Mais je le vois, lui, je le vois faire et j'ai vu comment ça se passait. Donc c'est ça, ma principale source, en fait, de renseignement. Timothée de Fombelle, vous dites, vous aussi, le meilleur poste d'observation, c'est cette écriture pour les enfants. Alors oui, ça c'est plutôt... Je mettrais ça, c'est de l'ordre de l'hygiène, l'écriture. C'est-à-dire ça a maintenu ouvert ces canaux-là, ce contact avec l'enfance. Et je suis sûr qu'en me mettant à écrire pour la jeunesse assez jeune, j'ai curé au fil du temps, par mon écriture, cette hauteur d'enfant, en la maintenant vivante, en gardant ce lien avec l'enfance. Ensuite, la question d'écrire pour les enfants, moi je pense qu'il y a l'observation, en effet, observer, mais il y a tout simplement la mémoire. Et c'est le grand sujet du livre, qui est aussi une pièce de David Lescaut, c'est la mémoire. Et là, la mémoire, on la vole à personne, elle est en nous, on la réinvente, on la reconstruit, mais c'est la mémoire de notre corps en train de lire, ce moment où on se réveille de la sieste avec le livre, et que tout à coup, le monde un peu blafard nous apparaît par rapport à ce qu'on vivait. Alors justement, allons-y, plongeons-nous dans ce livre, Depuis que je suis né, autobiographie singulière, donc celle d'un enfant de 6 ans. Justement, puisqu'on interroge la mémoire, c'est quoi la mémoire d'un enfant de 6 ans, David Lescaut? D'abord, c'est très développé parce que les capacités mentales d'un enfant de 6 ans sont absolument incroyables, démesurées, je pense bien supérieures aux nôtres. Quand on voit ce qu'ils arrivent à assimiler, à apprendre, à comprendre, on se dit mais pourquoi on ne garde pas toujours ça comme ça, dans cet état-là? Mais il faut croire que ça se dégrade un peu au fil du temps. Mais c'est aussi une mémoire qui est faite d'imagination. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est très important de comprendre, c'est que peu importe, l'authenticité n'est pas toute la mémoire en réalité. C'est-à-dire qu'on s'invente aussi des souvenirs, et ces souvenirs sont très réels. Moi, mon fils me parle de son grand-père, qui est mort bien avant sa naissance, mais il me raconte des souvenirs très précis de leur relation à tous les deux. Et je ne vais pas dire non, tu te trompes, c'est pas possible, etc. J'écoute très attentivement, je lui pose des questions en lui disant tu te souviens de ça? Et il me dit oui, je me souviens absolument de ça. Donc je crois que la mémoire est vraiment un territoire de l'imagination et tourné vers le passé, parce que le passé est un endroit d'exploration infini, en fait. Il y a une phrase qui dit « on ne sait jamais ce que le passé nous réserve », et moi je l'aime beaucoup. C'est un peu dans ce sens-là. Voilà. C'est très créatif, en fait, la mémoire. Et l'imagination, évidemment, puisque là, on parle de choses, forme d'effet éponge, on absorbe tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qu'on raconte, tout ce que les adultes racontent, et puis l'enfant, il est là et il va se réapproprier toutes ces informations. Oui, je pense que le plus important, c'est de se rappeler, et quand on écrit pour les jeunes lecteurs, je pense on doit avoir ça sans arrêt au-dessus de soi comme certitude, c'est que l'enfant est une totalité. C'est-à-dire, c'est pas un morceau d'adulte, pas encore. L'image qui me vient, c'est celle du bambou télescopique là, qui est sous terre, et puis en une nuit, il jaillit. Mais il est là, total, avec tous ces anneaux qui sont rentrés. Et donc, j'ai dit tout à l'heure, je crois que j'ai dit le mot modèle réduit, mais c'est n'importe quoi. L'enfant n'est pas un modèle réduit de l'adulte, il est un tout, et donc cette mémoire, elle est totale. Ils ont 100% de leur vie en mémoire. Et effectivement, c'est plutôt tout ça s'effiloche et disparaît plutôt. Et voilà, moi je suis... D'ailleurs, c'est aussi l'exigence de l'écriture pour la jeunesse, c'est que les jeunes lecteurs sont sans pitié, ils connaissent tout. Moi j'écris plutôt normalement des livres fleuves en 2 ou 3 volumes sur 1500 pages d'aventure, et c'est toujours un enfant de moins de 15 ans qui me dit que dans le premier tome, on rentre dans la cuisine en poussant la porte à gauche, et dans le 3e, en poussant la porte à droite. Faut pas se tromper avec les enfants. David Lescaut, Samy donc discute avec sa grand-mère. Au début, il y a évidemment la franchise des enfants. Dis donc, ça va être long comme livre parce que tu es très très vieille, lui dit-il. Et puis après, il se met au travail. Et là, il y a toute une réflexion aussi sur comment écrire, sur quel support écrire ses mémoires. L'ardoise magique, c'est pratique.
Oui, non, alors ça s'avère très, très... il faut se poser des questions très, très concrètes, parce que les questions des enfants, elles sont très concrètes, elles sont sur les détails, et on s'aperçoit que c'est ça, et je ne pense pas que Timothée me contredira, mais c'est ça qui fait la littérature, en fait, c'est quand on arrive à capter les bons détails, quoi. Et effectivement, bon, écrire mes mémoires, d'accord, mais sur quoi? Où? Un cahier, des feuilles, le mur. L'ardoise magique, c'est le premier. Et une fois qu'on a trouvé un élément comme ça, ben, on n'a qu'à tirer le fil finalement, parce que on se dit l'ardoise magique, c'est assez poétique, parce que voilà, il écrit deux lettres et puis hop, ça y est, c'est rempli. Il est obligé d'effacer, mais alors et du coup, il efface à mesure qu'il écrit. Et il se rend compte lui-même que ça va pas aller, quoi. Si on trouve ses mémoires, tout à coup, on va voir juste le dernier mot qui est écrit. Et on va rien comprendre du tout, donc il se rend compte que c'est pas le bon. Et c'est une métaphore de ce que peut être la mémoire aussi. Voilà. Donc finalement, quand on va vers le plus concret, c'est là que la charge symbolique se développe peut-être le mieux, en fait. Et au fur et à mesure des années, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne souvenez pas à quel moment vous vous êtes mis à lire. Je ne sais pas si Timothée de Fombelle, vous souvenez, mais au fil des années, on perd toute cette mémoire du plus jeune âge. Et moi, j'adore l'idée de nous emmener dans l'utérus, quoi, de nous emmener dans le ventre de notre mère et de nous raconter quelque chose de très sensoriel, en fait, quelque chose de très presque, je ne sais pas moi, indescriptible. Ah bah c'est une aventure, c'est comme cette scène-là, pour moi, le modèle, c'est un film catastrophe, quoi. C'est-à-dire, vous êtes, voilà, vous passez d'un étage à l'autre, il y a une inondation, ça se vide, vous tombez, il y a plein de gens qui crient, vous entendez du bruit, vous voyez rien, vous êtes dans le noir, tout à coup, hop, vous vous retrouvez dans un environnement complètement différent. Titanic version longue. Ouais, c'est voilà, ça, en fait, hein, c'est une sorte ou la tour infernale, enfin, un truc, voilà, dans ce genre-là. Et donc, c'est finalement assez spectaculaire, voilà, c'est bien pour le théâtre ou des choses comme ça, mais ouais, c'est un peu comme ça que je voulais le raconter. Ouais. Alors évidemment, vous parlez de théâtre parce que votre texte a été mis sur scène et on va en parler dans un instant. Le dernier élément sur cette histoire de mémoire et de passé, l'idée que on se rend compte aussi en écrivant et en faisant ce travail de mémoire qu'on ne peut plus toucher au passé, que le passé est passé, il est derrière nous et on ne pourra pas revenir, ni vous ni moi à la maternelle, ni vous ni moi à l'école primaire. C'est aussi une forme de récit, enfin d'expérience d'initiation. Oui, mais c'est tout sauf tragique en réalité, parce que évidemment, dans la réalité, cette réalité qui est passée, on ne peut plus la vivre au présent, tout simplement, mais on peut la revivre de manière mentale, de manière imaginaire, de manière littéraire, et toute la réflexion est là-dessus, en fait. On n'arrête pas de faire ça, on n'arrête pas de se déplacer dans le temps et dans le temps de notre propre vie. Et il faut accepter de changer simplement de niveau, mais on ne perd pas les choses. Une autre donc à la mémoire, au souvenir. Et puis pour votre livre Timothée de Fombelle, sans une façon de lire tout le temps, un éloge de la lecture. Vous dites que ça va toucher les enfants qui lisent déjà, mais j'ai l'impression aussi que votre objectif c'est de toucher ceux qui ne lisent pas. C'est une sorte de mode d'emploi aussi. Oui, parce que alors oui, il y a un petit côté manuel, mais à vrai dire c'est surtout l'idée d'égayer, de réveiller la curiosité de celui qui se dit « mais qu'est-ce qu'ils font, tous ces lecteurs ?» Il y a 101 lecteurs là, qui sont présentés. Qu'est-ce qui les scotche à leur livre là? Qu'est-ce qui les accroche? Et ça, j'observe ça chez des lecteurs qui ne sont pas des gros lecteurs. Et c'est vraiment mon rêve d'emmener avec moi les petits lecteurs, au sens du volume de livres lus, et de les embarquer dans ce mystère-là, de cet objet qui est absolument magique, qui est le livre. Et je pense qu'il regarde ses lecteurs et il se dit il doit y avoir un truc là-dedans. Et ensuite, on se met dans la position, et là, c'est le corps qui se met dans la position et on embarque. Alors, on ne sait pas ce que lisent les 101 personnes dans votre livre. Il y a quand même un petit indice avec une première page et quelques titres de livres. Donc, Mathilda, Le Comte de Monte Cristo, Gaston Lagaffe ou encore L'Attrape-Cœur, ce sont des références à bercer votre... Ouais. C'est d'ailleurs, vous avez bien vu, parce que j'ai partagé la page avec Benjamin Chaud, dont on n'a pas assez parlé, qui est un illustrateur extraordinaire, et il a mis aussi certains de ses livres, mais ceux-là, en effet, c'est à des moments différents, d'ailleurs, de l'enfance. Il y a aussi ces livres
pour adolescents qu'on lit enfants, qu'on n'aurait pas dû lire. Le livre, c'est ça, c'est ce mélange-là, ce foutoir qui est lié là, en l'occurrence, à une enfance que j'ai eue où il y avait quand même des livres qui traînaient, ce qui est un privilège énorme, et donc où on peut voler des livres, parce qu'il y a beaucoup de vies qui ne peuvent plus voler des livres. Alors les suggestions de la communauté du Book Club aussi, puisqu'on leur a demandé, si vous voulez d'ailleurs participer, il suffit de suivre notre compte Instagram Book Club Culture. Quel livre pour donner le goût à la lecture à un enfant? Alors les deux classiques citent Stéphanie, il y en a un qui est commun avec vous, Timothée de Fontbelle. Celle qu'elle a le plus offert, c'est Max et les Maxi Monstres de Sandac et Chien Bleu de Nadja. Ce sont d'ailleurs les deux qui sont communs avec vous. Dans ta page, nous dit Du vent dans mes mollets de Raphaël Moussafir. Lire à loin dit j'adore la collection Jingo qui chez l'éditeur Voce Verso avec des textes courts qui ne découragent pas. Et Véreda nous dit que pour elle, c'est clairement Okilélé de Claude Ponty. C'est l'histoire d'un petit personnage muni d'une trompe et de grandes oreilles et d'un petit rhume noir qui l'accompagne partout. Il est mal accueilli par sa famille à sa naissance, d'où son nom d'Okilélé, les premières paroles qu'il entend. En butte aux moqueries et aux réprimandes, il se réfugie dans le placard sous l'évier où il rencontre un réveil tout cassé qui va devenir son ami. Il essaie d'entrer en communication avec les étoiles, de leur parler comme dit Ponty, et il apprend que quelqu'un a besoin de lui dans l'univers. Un jour de très grande colère, ses parents l'enferment dans le placard. Il décide alors de partir, aussi dans l'intention de trouver la personne qui a besoin de lui. Il fait énormément de rencontres comme autant d'épreuves qui jalonnent sa route. C'est un album d'initiation, comme on parle de roman d'initiation, qui parle de la différence d'une manière fabuleuse et de la singularité. C'est un album fourmillant de vie, de jeu avec la langue, de poésie et de tendresse. Oh qu'il est beau, qu'il est laid. 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 Dans un petit village de Martinique, un petit Martiniquais provoqua soudain la panique dans la famille où il est né. Il avait tout du bébé bien sympathique, élégant, jeune et bien fait, mais quelque chose d'énigmatique lui donnait comme un air penché. Oh qu'il est beau, qu'il est laid. 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 Okilélé, O-K-I-L-E-L-E, c'est comme ça que ça s'écrit. Et évidemment, ça a un double sens. Okilélé de Claude Ponty, qui a inspiré donc évidemment aussi les musiciens. Quand on écrit pour la jeunesse, David Lescaut, le plus important, c'est de trouver des thèmes qui parlent au public à qui on s'adresse. Je pense que c'est assez indispensable quand même. Il faut renvoyer quelque chose qui est vécu, qui est connu, mais il faut essayer aussi d'injecter là-dedans une part justement qui soit moins familière, qui soit plus étrange, qui soit plus... c'est pas simplement le miroir, quoi. Je suis pas là-dedans, mais de toute façon, de manière générale, je considère pas du tout que la littérature ou le théâtre sont des miroirs. Mais par contre, je crois qu'effectivement, au départ, il faut partir d'un environnement familier et puis le réinventer, quoi. Ça parle d'amour, d'amitié, de famille, d'école, nous disait une de nos lectrices sur la page Book Club Culture en parlant du vent dans mes mollets de Raphaël Moussafir. C'est des thématiques qui, Timothée de Fontbelle, font que l'enfant reste dans un imaginaire qu'il maîtrise en quelque sorte. Alors, moi, j'ai plutôt une tendance à l'embarquer très loin ailleurs. Par exemple, là, j'écris une aventure qui se passe au XVIIIe siècle, donc quand même c'est extrêmement loin de toutes les références qui l'entourent. Mais là-bas, je mets l'universel, je mets ce qui le touche, je mets, je sais pas, là j'ai toute une scène qui se passe autour du 14 juillet de la Bastille, et là hier, en plongeant dans des archives à la BNF, je découvre un plan fait à la main où il est précisé de 1733, où il est précisé qu'il y avait des daims et des biches qui étaient lâchés par le gouverneur de la Bastille. Ça,
je prends. Ça c'est évident que voilà quelque chose, ces daims et ces biches et ces oiseaux de rivière qui sont dans les fossés de 8 mètres de profondeur de la Bastille. Je sais que même si ça fait longtemps que j'ai écrit ces chapitres-là, je vais m'y remettre parce qu'il y a quelque chose à prendre. Donc c'est ça et puis le ressenti. En fait, il y a quelque chose de l'hypnose dans l'écriture pour la jeunesse. C'est-à-dire on donne juste un point commun avec ce qui vit. Je pense au début d'un livre où il y a un personnage qui rentre dans une entrée glaciale et il a ses vêtements qui se raidissent, il arrive de la chaleur de l'extérieur. Et là, tout à coup, le lecteur reconnaît quelque chose et il va nous donner le crédit pour la suite de quelque chose de très différent. Et c'est ça, c'est ces petits pactes répétés qui poussent à l'excellence dans l'écriture. Moi, c'est ça que j'aime dans la littérature jeunesse, c'est que ça pousse c'est un lecteur qui est absolument pas captif, c'est un lecteur qu'il faut sans arrêt réapprivoiser, qui a toutes les raisons de ne pas lire, à qui même on demande de ne pas lire dans notre monde, de faire plutôt du code ou d'apprendre le chinois. Et donc, il y a un statut du livre qui est très différent. C'est plus l'escabeau qu'on prend pour s'échapper, c'est un petit objet de résistance qu'on se passe sous le manteau. Et ça, moi, ça me touche et je suis heureux d'écrire à ce moment-là. Enfin, d'écrire dans cette civilisation où le livre ne tombe pas d'en haut, mais doit se battre pour séduire. Vous parliez du mot hypnotique, il y a quelque chose évidemment de très visuel dans votre livre puisqu'on a une phrase par page accompagnée d'une illustration. On va évidemment dans un instant partir sur scène avec vous, David Lescaut, puisque vous avez mis en scène ce texte de Samy. D'abord, les illustrations de Benjamin Chaud, il y a une forme de contemplation aussi du fait aussi du thème de votre livre, c'est-à-dire la lecture, et là on regarde chaque dessin et on se dit mais est-ce que moi je suis capable de me mettre dans cette position pour lire? Est-ce que je me mets dans cette position pour lire? Tiens, et si j'essayais de me mettre dans cette position pour lire? Oui, ça, c'est le rôle de Benjamin là-dedans, c'est d'être le metteur en scène, le comédien, l'éclairagiste, le costumier, le directeur de casting. C'est voilà, moi je lui donne une page blanche avec quelques mots et puis parfois des petits didascalies et lui il s'en empare et avec son génie, avec et en effet il y a moi je fais la moitié seulement du chemin et Benjamin la deuxième moitié, et c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a le dernier mot. Donc d'abord vous écrivez les petites phrases et ensuite voilà. Lui, ça n'existe pas. Il n'a rien proposé de son Alors côté. il propose tout parce que tout ce qu'il fait, évidemment, il obéit pas, il désobéit sans arrêt. Mais malgré tout, c'est une maquette en blanc parce qu'il y a un cheminement c'est-à-dire certains se répondent. Je sais pas, il y a le funambule qui vit dangereusement en lisant dans la rue et puis immédiatement après on le voit, il devient celui qui lit, l'infirmière qui lui lit à l'hôpital avec et qui devient le tenace qui continue à lire. Donc il y a ce cheminement-là qui doit être construit à l'avance, mais ensuite je lui donne les clés et je suis voilà. Et à la fin, ce qu'on a dans la main, c'est un livre de Benjamin Chaud pour moi. On parlait d'imagination, d'imaginaire, de ce qui est imaginable aussi. Est-ce qu'avec ces dessins, c'est un peu l'âme du lecteur aussi que vous essayez de nous raconter ? Oui, c'est sûr. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle Neverland, qui est un livre qui est destiné aux adultes, qui parle de l'enfance, de l'esprit d'enfance, comment se capturer l'esprit d'enfance. Il a été réédité chez Folio. Et il y a quelque chose dans ce livre où je raconte un enfant là qui descend l'escalier après avoir lu et qui voit, il y a un grand miroir et il voit 2 ailes en papier dans son dos. Et avant, quelqu'un est venu, l'a appelé, il ne répondait pas, il était sur une plage dans la mer, il était je ne sais pas où, sur l'île au trésor. Et en effet, c'est un voyage de l'âme très loin de ce qu'on est, et c'est toute une part de l'imaginaire. Alors il y a d'autres manières que la lecture, vraiment, je veux le dire, tout le monde rêve et tout le monde crée, mais c'est vrai que la lecture est une sorte de cadeau, de raccourci pour le faire. La lecture, c'est une activité que l'on fait souvent seul. David Lescaut, évidemment, pour écrire, mettre en scène et illustrer, on travaille avec d'autres personnes. On vient de le voir avec Benjamin Chaud. Et vous, votre illustratrice s'appelle Gala Vanson.
Comment vous avez travaillé avec elle, qui elle aussi est très proche du milieu du théâtre, et donc j'imagine que quand on écrit cette pièce, j'ai envie de dire, on pense évidemment à ce qu'elle va et comment elle va être mise en scène et comment elle va apparaître devant les spectateurs, qui sont plus des lecteurs. Alors, en l'occurrence, sur l'illustration, le travail, là, je pourrais pas dire qu'on ait vraiment travaillé ensemble. Ça a été, Justement, c'est intéressant. Est-ce que ça représente bien, du coup, ce que vous avez imaginé? Est-ce que vous vous êtes dit... Non, pas spécialement. J'ai regardé, c'est vraiment son travail. C'est l'éditrice Actes Sud qui l'a choisi. Elle a travaillé vraiment un peu dans son coin, et moi j'ai découvert, en fait, donc du coup c'est un objet un peu à deux têtes comme ça, mais on n'a pas collaboré ensemble. Peut-être aussi parce que c'est bien d'ailleurs que je me sois pas occupé de tout l'aspect visuel, sachant que j'écris le plus souvent pour la scène, qu'il y a une destination, c'est celle-là la destination finale. Il y a le livre, et le livre pour enfants c'est un peu particulier parce qu'on sait qu'il va exister comme livre véritablement, plus sans doute que le texte de théâtre. Et là, en l'occurrence, sachant que j'allais choisir l'aspect visuel, scénique, etc., avec ma scénographe, Alvine de Dardel, avec qui je travaille tout le temps, c'est très, très différent, en réalité. Alors, parlez-nous du dispositif scénique qui est évidemment très, très important. On est dans une chambre d'enfant. Voilà. C'est ce qu'on s'est dit, qu'une chambre, c'était vraiment une scène, c'était vraiment un théâtre. Et de fait, on invente plein d'histoires, plein de pièces, plein de récits quand on est dans sa chambre d'enfant. Mais nous, on voulait inventer aussi cette chambre un peu avec des choses qui nous parlaient, qui nous faisaient rêver, qui nous inspiraient. Donc, d'abord, les matériaux eux-mêmes, c'est beaucoup du bois, c'est des palettes, c'est quelque chose de très... c'est à la fois très, très éco-responsable. Naturel, j'allais dire, oui, naturel. Non, mais parce que c'est des palettes qui sont recyclées. Et en même temps, c'est très ludique parce qu'on empile des choses. Et puis en haut, il y a une sorte de dôme comme ça, qui est comme une tente, qui a un lit. C'est là qu'il y a le lit, c'est l'espace un peu rêvé pour dormir, pour faire tout ça. Voilà. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que vous avez confié ce rôle de petit garçon à une actrice. Alors pourquoi ? Alors 2 actrices en fait, en alternance, l'une et l'autre, Louise Guillaume et Mirabelle Calfon. Parce que je me sens bien dans cette équation-là, en fait, une fille pour un garçon, une fille pour un enfant. Dans toutes mes pièces pour enfants, c'est que des filles qui jouent les rôles. Je pense qu'à ces âges-là, on a plus d'attributs féminins, entre guillemets, physiques, en tout cas, une voix aiguë, pas de... Voilà, une jolie tête, enfin, une sorte de fraîcheur comme ça. Et du coup, ça m'évoquait plus ça. Et dans ce sens-là, j'aime beaucoup le faire. Et puis les actrices avec qui j'ai travaillé, que je connaissais, avaient une capacité d'observation qui fait qu'elles pouvaient être fille ou garçon, ou les deux en même temps, avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'imagination et de justesse finalement. Et j'aime bien d'ailleurs que les enfants qui assistent à ça soient un peu désorientés, très perplexes. Et très souvent, la première question qu'ils leur posent, c'est qu'est-ce que vous êtes, quoi. Oui, évidemment, ça fait poser ces questions. On a demandé, je vous le disais, à la communauté du Book Club de nous dire quel livre. Il faut dire, Magali nous disait, succès assuré avec la série La Cabane Magique dès le CE2 et l'indéterminable Harry Potter en fin de primaire, mais une règle d'or, ne pas forcer à finir une lecture. Alors on a demandé à Marguerite, libraire à Lyon, de nous dire quel livre on peut offrir à un enfant qui vient d'apprendre à lire. C'est pas une question bête, mais c'est une fausse question de se demander quel est le livre à offrir à un enfant qui vient d'apprendre à lire, parce que ça dépend de l'enfant, ça dépend de son environnement, ça dépend de tellement de choses, ça dépend de qui l'offre aussi. Donc là, c'est la libraire qui parle en moi, mais aussi la maman et la lectrice. Choisir un livre, c'est d'abord avoir un échange avec un être humain à propos d'un autre être humain. Est-ce qu'on a l'enfant devant soi, et dans ce cas, on échange sur ses centres d'intérêt, ou est-ce qu'on a la personne qui veut lui offrir un livre et on pose des questions... Pas des questions très simples, 2, 3, pas plus, mais juste pour avoir une orientation, et ensuite on fouille ensemble dans nos mémoires ou dans nos rayonnages pour trouver un livre adapté. Timothée de Fontbelle, c'est pas facile d'offrir un livre à un enfant. Non, et quand on en tient un, enfin moi je me souviens de temps en temps avoir un livre, et j'en prends 6 et j'en ai plein les poches. C'est rare de pouvoir avoir confiance, se dire ce livre-là. Et quand même, il y a des livres qui arrivent, et c'est mon but dans la vie, un jour, de faire ce livre
irrésistible, ce livre qu'on pourra offrir à tout le monde, ce livre qui fera de la personne qui s'en emparera un lecteur. Je suis tendu vers ça, il me faudra encore une quarantaine d'années. Et voilà, mais c'est vrai que c'est pas facile. Surtout, on prend la responsabilité. Primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. C'est ça le rôle de l'auteur. Évidemment. Merci beaucoup, Timothée de Fonvelle, d'être venu nous parler de votre livre 101 façons de lire tout le temps, illustré par Benjamin Chaud et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. David Lescaut, on peut venir vous voir sur scène, voir votre pièce Depuis que je suis né, qui se joue jusqu'au 26 février au Théâtre de la Ville à Paris, à l'espace Pierre Cardin. Et puis en tournée en France, à Béthune, à Sénart, en Seine-et-Marne, à Caen et puis dans le Pas-de-Calais. Le texte, lui, est disponible chez Actes Sud Papier dans la collection Yé Yoka Jeunesse. Merci beaucoup d'avoir accepté cet échange et d'avoir partagé tous vos petits secrets avec nos lecteurs, lectrices et auditeurs.